tous, je m'appelle Clémence Perronnet et je suis sociologue et maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest à Vannes. Et en tant que sociologue, la plupart de mes recherches concernent les inégalités sociales, et plus particulièrement les inégalités sociales devant les pratiques culturelles et la culture scientifique. Donc une grande partie de mon travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la place qu'on occupe dans la société, en fonction de notre sexe, en fonction de notre origine sociale et en fonction de nos origines migratoires ou de nos parcours de vie, va déterminer la façon dont on organise nos loisirs, la façon dont on organise nos pratiques, nos vies, et dont on fait des choix quand on est jeune, d'études, de métiers et de carrière. Et aujourd'hui, je remercie beaucoup mes collègues pour la transition qui m'a été offerte. Je vais aborder un petit aspect de tout ça, c'est-à-dire la question du genre, dont on a parlé à la fin de la table ronde précédente, pour avoir un éclairage côté sociologie et côté recherche sur cette question du genre. Alors quand j'ai commencé mes travaux au début des années 2010, c'était vraiment un sujet compliqué, on n'osait pas en parler. Moi j'ai été interdite de ce mot par plusieurs directrices et directeurs d'école parce que c'était trop compliqué, il fallait dire égalité et surtout ne pas dire genre sous peine de lancer des débats intarissables. Aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est un mot qui est vraiment passé dans le langage professionnel et dans le langage courant, mais je pense que ça vaut quand même le coup de faire le point et de savoir ce qu'on met derrière, surtout du côté des sciences sociales. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de questionner le genre du point de vue des voies technologiques. Et alors finalement, les voies technologiques fonctionnent quasiment comme les voies générales du point de vue des questions de genre en orientation. Donc il n'y a pas une grande originalité là. Il y a des filières ségrégées, les garçons et les filles ne sont pas parfaitement répartis dans les filières. Mais il y a quand même une petite originalité des voies technologiques qui était parfaitement illustrée par les collègues qu'on a vus à l'instant. La filière technologique, elle a la particularité d'avoir à la fois le bac le plus masculin et le bac le plus féminin. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a les deux pôles. Bien sûr, le plus masculin, c'est STI 2D. Alors en 2022, il y avait 8% de filles seulement en STI 2D. Ça bat tous les autres bacs. Ça bat même, côté voie générale, l'équivalent, c'est les options mathématiques et informatiques, mais il y a quand même 11 et 13% de filles. Donc STI 2D est en dessous. Et à l'inverse, la filière la plus féminine, c'est l'autre, la filière sociale et santé, avec 85% de filles en 2022. Et là aussi, c'est la palme. Ça bat l'ancien bac L, où il y avait seulement 80% de filles. Et actuellement, avec la réforme du bac, on est à équivalence avec la spécialité humanité, et j'ai oublié son nom exact, humanité, littérature et philosophie. Voilà, vous l'avez. Donc la voie technologique, finalement, bien qu'elle ressemble vraiment au fonctionnement des voies générales, mais il y a cette particularité d'avoir les deux bacs les plus ségrégés selon le sexe des élèves, et ça nous rend intéressant cette question du genre vis-à-vis des choix de chacun et de chacune en matière d'orientation. Mais ce que je voulais vous proposer pour cette fin d'après-midi, c'est de nous éloigner un petit peu de l'école, de nous éloigner un petit peu du scolaire, parce que ça fait du bien parfois aussi, pour essayer de repartir aux racines de ces problématiques-là et à vraiment la compréhension de la construction des rôles de filles, de garçons et puis d'hommes et de femmes dans nos sociétés. Donc c'est ça le programme, avec cette question que je vous propose aujourd'hui de qu'est-ce que le genre, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot quand on dit inégalité genrée, problématique de genre, recherche d'une meilleure égalité, stéréotype de genre, beaucoup d'expressions qu'on utilise toutes et toutes. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il y a eu tous ces débats sur ce mot? Comment il est arrivé aussi dans nos mondes professionnels? Et l'idée ici, c'est d'avoir vraiment l'histoire de cette notion, l'histoire de ce concept. Comment est-ce qu'en sciences sociales, en sociologie, en psychologie, en histoire, on en est arrivé à penser le genre? Qu'est-ce que ça veut dire pour ces disciplines scientifiques? Et comment ça peut nous aider à comprendre, au bout du compte, les orientations et les comportements des élèves, filles et garçons, dans les classes. Notre point de départ, c'est cette idée que le genre, c'est vraiment un concept, c'est vraiment une idée scientifique qui nous vient des sciences humaines et sociales. C'est donc un outil pour penser, pour conceptualiser et pour modéliser le monde. Et je précise ça parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup le genre et c'est devenu
autre chose, c'est un mot qui a pris d'autres sens, c'est un concept militant, aujourd'hui, le genre également. Et là, on va vraiment parler du sens que ça a dans le contexte des sciences humaines et sociales. Et pour ça, je m'appuie sur 2 lectures que je vous recommande si ce sont des sujets qui vous intéressent. Une lecture longue, une sacrée somme, qui est l'introduction aux études sur le genre, qui vous permet d'aborder la question dans tous les domaines, donc école, famille, travail, droit, etc. Mais aussi, pour une introduction bien plus rapide, ce petit livre qui fait une petite centaine de pages et qui s'appelle « Quel genre ?» de Christine Détré, qui permet aussi d'avoir un aperçu assez rapide de la question. Donc c'est les 2 sources principales pour l'histoire du concept que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est un petit voyage dans le temps, finalement, dans l'histoire des idées qu'on va faire. Alors, il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler, il y a beaucoup d'étapes qu'on va sauter. Par exemple, pas de Simone de Beauvoir. Elle est importante, mais je pense que vous la connaissez déjà, donc on ne reviendra pas sur on ne naît pas femme, on le devient, on va prendre des chemins de traverse. On va commencer cette histoire des idées dans les années 1930 avec la discipline anthropologique, puis on verra ce que sont devenues les premières idées amenées en anthropologie dans les années 60 avec plutôt un moment psychiatrique où on regardera ce qu'ont fait des psychiatres, des sexologues et des psychologues du concept de genre. On s'intéressera à un moment vraiment dense, le moment féministe, surtout américain et anglo-saxon des années 70-80, et puis ses héritages dans la pensée féministe française. Puis on verra ce que c'est aujourd'hui l'idée de genre, le concept de genre en sciences sociales, et ce qu'on en fait notamment en sociologie. Donc vraiment dans cette idée, d'où ça vient, qui a pensé ça, comment, et quel est le sens que ça a pris progressivement pour éclairer nos comportements. On va commencer par l'anthropologie parce que c'est une science qui est particulièrement intéressante pour nous. Elle a la particularité d'étudier les comportements des êtres humains et de se demander ce qui est le propre des civilisations, des sociétés humaines. Et c'est une discipline qui est aussi particulièrement intéressante parce qu'elle nous oblige à faire un pas de côté. Souvent, la plupart du temps, les anthropologues vont aller observer des sociétés qui ne sont pas les leurs, qui sont lointaines, qui ont l'air exotiques, qui ont l'air différentes. Et ça, c'est une bonne idée pour le concept qui nous intéresse aujourd'hui, parce que, vous le savez, et on va en reparler, au final, derrière le concept de genre, il y a une grande question qui est qu'est-ce qui nous est naturel et qu'est-ce qui est social? Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'il y a des choses qui relèvent de notre nature, qui sont innées en nous, qui finalement s'imposent à nous, du fait de nos corps et de ce qu'on est en tant qu'être humain, ou est-ce qu'on est sur des choses qu'on a apprises, acquises progressivement? Donc on rejoue, en quelque sorte, le grand débat entre nature et culture. Et dans ce débat-là, l'anthropologie est une discipline qui va beaucoup nous aider, parce qu'elle permet de répondre à la question est-ce que quelque chose est naturel ou est-ce que quelque chose est culturel, à qui, à travers notre vie en société. Parce que si vous voulez savoir si un trait de caractère des êtres humains est naturel aux êtres humains, vous regardez à des endroits différents et des sociétés très variées à un bout et à l'autre du globe. Si vous n'y voyez pas la même chose, c'est bien qu'il ne s'agit pas d'une nature commune aux êtres humains. Une autre discipline qui est très utile pour ça, c'est l'histoire. Si les choses varient en fonction du lieu, il ne s'agit pas de la nature humaine, et si les choses varient en fonction du temps, il ne s'agit pas non plus de la nature humaine. Ce sont donc des particularités, des caractéristiques liées à un temps historique et à un lieu culturel et social. Mais avant nos voyages dans le temps, commençons par ces voyages dans l'espace et cette investigation des sociétés qui ne nous ressemblent pas. Donc c'est exactement ce qu'on fait, voyager, aller ailleurs et aller voir d'autres cultures plus ou moins éloignées qu'ont fait les anthropologues dont on va parler. Et je vais vous parler en particulier de 2 anthropologues qui sont Marcel Mauss et Margaret Mead. Alors Marcel Mauss, donc c'est les exemples du haut. Marcel Mauss, il est important pour nous pour un travail et toute une théorie qu'il a développée sur les techniques du corps. C'est un anthropologue qui s'est prioritairement intéressé à la façon dont on utilise nos corps. Lui, il se posait des questions d'abord, dans un premier temps, par ses expériences d'anthropologue militaire et en observant des soldats de différentes nationalités, il s'est rendu compte. La guerre a cet avantage qu'elle permet de réunir en des endroits très centrés des gens de plusieurs nationalités et de plusieurs cultures. En observant des soldats anglais, américains, australiens, français réunis au même endroit, il s'est rendu compte qu'ils n'utilisaient pas leur corps de la même façon. Alors il a étudié énormément de choses, la façon dont ils marchaient, dont ils se tenaient,
dont il se déplaçait, dont il nageait. Un exemple qui est peut-être frappant, parce que je trouve que ça parle bien à nos imaginaires, c'est l'exemple de la position de repos accroupi, ou, si vous fréquentez les salles de gym, le squat accroupi. Et l'idée toute simple, qu'il y a des cultures, des endroits dans le monde où c'est une position de repos, et d'autres endroits, comme en France, où c'est une position de torture des élèves pendant le cours de gym. On n'est pas tous égaux devant cette position-là. Pourtant, c'est nos corps, c'est physique. Donc on pourrait penser, moi avant de penser ça, je me disais que l'être humain était incapable de tenir au repos plusieurs heures en squat accroupi. Si, il y a des endroits où c'est parfaitement faisable, non seulement parfaitement faisable, mais parfaitement habituel. À partir de là, Mauss continue et il va aller chercher jusqu'au bout de cette idée-là qui lui vient en voyant ça, qui est les usages de nos corps. En fait, on les apprend. On les apprend là où on grandit, dans une société donnée. On apprend à marcher, on apprend à s'asseoir sur ses talons ou pas, et on y apprend soit une position de repos, soit une position de travail musculaire. Et tout ce qui lui semblait le plus naturel, le plus évident, il va aller voir si c'est pas aussi quelque chose qu'on a appris à un moment donné d'une certaine façon. L'exemple qui va l'intéresser, c'est notamment l'accouchement. Quoi de plus naturel que l'accouchement ? Visiblement pas tant que ça, puisque la position qui semble la plus naturelle à un moment du monde, on s'allonge sur le dos et on écarte les jambes, n'est pas du tout la position qui semble la plus naturelle à d'autres endroits du monde où on accouche accroupi, allongé sur le ventre, le dos contre un mur. Et il ne faut pas aller très loin, c'est même pas si exotique, ne serait-ce qu'au Royaume-Uni, c'est très classique d'accoucher sur le côté, et c'est considéré comme une des positions les plus pratiques. Donc même cet acte qui titille notre idée de nature, donner la vie, finalement, selon les endroits, ne semble pas naturel de la même façon aux cultures et aux humains. Marcel Mauss va jusqu'au bout, et donc il y a une anecdote terrible où il trouve au fin fond du Berry, comme quoi on n'est pas toujours obligé d'aller très loin pour faire de l'anthropologie, une famille qui ne sait pas cracher. Et il apprend à cracher à la petite fille de la famille, encore une fois dans cette perspective-là. Il en arrive à ces idées-là. On apprend à marcher, il existe une éducation à la marche, et des choses que nous croyons normales, par exemple l'accouchement dans la position couchée sur le dos, sont pas plus normales que d'autres, par exemple à quatre pattes. Et ça l'amène à cette grande idée, il n'existe peut-être pas de façon naturelle chez l'adulte. Vous voyez, la prudence, peut-être. Peut-être qu'il n'y a plus rien de naturel dans nos corps, que toutes nos façons d'utiliser nos corps sont apprises. Notre façon de marcher, de parler, de rire, de bouger trop les mains quand on parle, tout ça, on ne l'avait pas au départ, on l'a appris à un endroit donné. En parallèle, à peu près au même moment, mais dans d'autres travaux, Margaret Mead, sa collègue anthropologue anglaise, que vous voyez ici, va finalement faire des découvertes extrêmement similaires, sauf qu'au lieu de s'intéresser aux façons dont on utilise nos corps en particulier, elle va s'intéresser au rôle que les hommes et les femmes ont dans différentes sociétés. Donc elle mène ses travaux notamment en Papouasie et en Nouvelle-Guinée, et ce qui va l'intéresser, elle, c'est de voir que comme pour la marche, comme pour l'accouchement, comme pour les façons de se tenir, les façons d'être un homme ou d'être une femme ne sont pas du tout les mêmes à travers le monde. Donc là, on est chez des anthropologues qui viennent d'Occident et qui vont découvrir avec surprise que le monde ne se résume pas à l'Occident. Donc en dehors de l'Occident, on n'est pas forcément homme ou femme de la même façon. Les rôles sociaux qu'on adopte ne sont pas les mêmes, et elle constate par exemple comment le fait d'être plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur, le fait d'être plutôt dans l'action ou dans la réflexion, le fait de pleurer, le fait de prendre la parole haut et fort, des choses qui sont très codées pour un sexe dans l'Angleterre dont elle vient, ne le sont pas du tout dans d'autres civilisations. Par exemple, le coup des pleurs lui semble très frappant, où elle rencontre donc en Papouasie et en Nouvelle-Guinée des hommes pleurant à chaudes larmes et étant considérés comme tout à fait dans leur pratique normale liée à leur sexe, ce qui n'est pas du tout le cas, et encore aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales. Donc ça l'amène finalement à une conclusion très proche de celle de Marcel Mauss, mais plus centrée sur cette idée des rôles de sexe, qui est de dire les traits de caractère que nous qualifions de masculins ou de féminins sont, pour un grand nombre d'entre eux, sinon en totalité, déterminés par le sexe d'une façon aussi superficielle que peuvent l'être les vêtements, les manières ou la coiffure qu'une époque assigne à l'un ou l'autre sexe. Et cette grande idée-là, le comportement typique de l'homme ou de la femme,
apparaissent de toute évidence comme le résultat d'un conditionnement social. Vous voyez à quel point leurs propos se ressemblent. Elle aussi, elle dit une totalité, enfin un grand nombre, sinon une totalité, ce qui fait vraiment écho à la totalité peut-être. Donc cette idée que presque tout, ou du moins tout ce qu'on peut investiguer, et dans nos façons de tenir nos corps, et dans nos façons d'attribuer un rôle à un sexe ou à un autre, sont le résultat d'un apprentissage social, d'un conditionnement qui est lié à un endroit et à une époque, et ne sont pas une nature immuable des hommes et des femmes. Donc c'est un moment intéressant, vous voyez, pour contredire cette idée qu'il y a une nature de nos corps, mais aussi de nos rôles de sexe. Donc ça va faire son chemin pendant plusieurs décennies, et on va retrouver ça chez beaucoup d'auteurs, mais je vous propose de continuer l'histoire avec un épisode assez marquant des années 1960, qui est le moment où ces idées-là vont vraiment être appliquées et appropriées par la médecine, et notamment par la psychiatrie. À la fin des années 60, on a deux Américains qui sont Robert Stoller et John Money, qui sont non plus eux anthropologues, mais pour l'un psychiatre et pour l'autre sexologue et psychologue, qui vont apporter un pas supplémentaire à ces idées-là, apporter dans l'anthropologie des années 30, en étant les premiers à distinguer d'un côté des identités ou des rôles qu'ils vont nommer de genre, et de l'autre côté, ce qu'ils vont appeler le sexe biologique. Donc, vous voyez que l'idée était déjà vraiment en germe chez quelqu'un comme Margaret Mead, par exemple. Mais là, la nouveauté, c'est de mettre des mots très précis et de dire ça, c'est le genre et ça, c'est le sexe. Donc, tout ce qu'on pouvait appeler identité de, rôle de, norme de, ils vont dire c'est le genre, et tout ce qui relève du biologique, du physique, du corps, ils vont dire c'est le sexe. Un moment important pour la naissance de la distinction entre sexe et genre, donc du sexe biologique et puis du genre qui serait social. Le problème, c'est qu'ils ne créent pas ces concepts pour ne rien en faire, ils vont utiliser ces concepts et ils vont les utiliser dans leur application professionnelle, c'est-à-dire dans la médecine, dans la sexologie et dans la psychiatrie. Et là où ça devient une histoire un peu plus compliquée, c'est qu'ils vont mobiliser ça pour travailler sur ce qu'ils voient à ce moment-là comme étant des pathologies, comme étant des maladies présentes chez les personnes de non-concordance. Donc ils vont créer ces idées-là pour décrire des gens dont le corps ne correspond pas au rôle social, dont le genre et le sexe sont dissonants, sont en discordance. Et ils vont chercher, par leur pratique médicale, à rapprocher, à recréer de l'unité, de la concordance chez ces personnes, ce qui va les amener de façon concrète à opérer sur les corps pour réassigner un sexe qui corresponde au genre social. C'est un travail qui a été extrêmement décrié et qui leur a valu beaucoup de critiques et beaucoup de reproches de la part de la communauté médicale, mais aussi ensuite de la part des théoriciennes du genre qui vont suivre, qui ont été vraiment condamnées parce que ça correspond à assigner comme étant pathologique, assigner comme étant malade une grande partie de la population, et donc à dire voilà, ça c'est sain, ça c'est malsain, ça c'est normal, ça c'est pathologique. Et puis surtout, ils avaient des pratiques opératoires un peu douteuses, notamment sur des patients et des patientes qui étaient très jeunes. Et vous avez peut-être entendu parler de Stoller et de Money comme étant les mauvais pères du concept de genre. Et je sais qu'au moment où il y avait beaucoup de panique sur le concept de genre, leur nom ressortait souvent pour dire regardez, ce concept de genre, on peut retracer son histoire chez des gens qui avaient des pratiques extrêmement contestables et qui opéraient sur des enfants et qui étaient vraiment des médecins problématiques. Et c'est vrai, on a ici là, deux praticiens extrêmement problématiques de la médecine. Est-ce une raison pour jeter le concept de genre aux orties? Il me semble que si on devait jeter à la poubelle tous les concepts scientifiques qui ont donné lieu à des applications critiquables, voire néfastes, on serait mal barré. Si on prend rien que l'exemple des applications des technologies et des découvertes scientifiques sur le nucléaire, ou même la poudre d'ailleurs, il ne fait pas la peine d'aller si loin, on voit très bien qu'il y a une différence entre un concept scientifique, une idée scientifique et les applications qu'on peut en faire. Ça vaut pour les sciences formelles, les sciences de la vie, les sciences de la nature, ça vaut pour les sciences sociales. Il y a les idées, les concepts qui modélisent le monde, et puis il y a ce qu'on en fait, et ce sont deux choses bien distinctes. Après ce moment, après cette distinction intéressante entre sexe et genre, donc d'autres professionnels se sont saisis du même sujet
Et c'est ce qui va se passer avec le mouvement féministe des années 70 et 80, donc d'abord aux États-Unis et puis quasiment en même temps et en suivant aussi en France, avec des historiennes et des sociologues qui vont vraiment reprendre l'idée de la distinction entre ces deux mots, le sexe d'un côté, le genre de l'autre. Et elles vont donner ces définitions-là, dire que le sexe, ce sont les caractéristiques biologiques de nos corps qui font les mâles et les femelles de notre espèce, et puis dire que le genre, c'est la classification sociale en féminin et en masculin de ces corps biologiques qui sont sexués. Et donc c'est là qu'on arrive à la définition qui est stable et qui, à mon avis, est la plus claire qu'on a du genre actuellement, et qui est celle moi, que je mobilise par exemple dans mes travaux, qui est le genre comme un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes, les hommes, les femmes, et puis entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées, autrement dit le masculin et le féminin. Donc là, ça a l'air un peu barbare comme ça, mais on retrouve tout ce que je vous ai dit, le genre comme un système social qui bicatégorise, qui crée deux catégories masculin, féminin, depuis les sexes, hommes-femmes, et qui hiérarchise des valeurs et des représentations. Donc on va repartir de ça et donner quelques exemples et quelques caractéristiques. Un bon résumé, je trouve, de cette façon de percevoir le genre, c'était une petite bande dessinée qui avait été créée il y a quelques années par une blogueuse qui donc qui résumait ça comme ça, avec le sexe, tout ce qui relève des différences génétiques entre mâle et femelle. Vous avez femelle, mâle, avec des définitions par exemple physiques, des caractéristiques physiques, comme le fait d'avoir un vagin ou un clitoris, ou le fait d'avoir des testicules ou une prostate. Le genre étant de façon distincte tout ce qui est socialement construit, tout ce qui n'a pas de lien avec le sexe biologique, donc des idées reçues, nous on appellerait ça des idées reçues, des clichés, des normes, comme le fait que les femmes seraient plus douces, que les filles aimeraient jouer à la coupe poupée, que les garçons seraient plus turbulents, que les hommes s'intéresseraient à la politique, ou que les femmes ne savent pas lire une carte ou faire de la rotation mentale en 3D. Donc, nos corps et nos représentations sociales, les valeurs, les représentations qu'on a de ces sexes mâles et femelles. Donc vous voyez qu'on retrouve ce que disaient déjà les anthropologues des années 30, l'idée que nos corps déterminent de façon, si je reprends les termes de Margaret Mead, déterminent nos caractères de façon aussi superficielle qu'ils déterminent nos vêtements à une époque donnée. Ces théoriciennes féministes, ces historiennes et ces sociologues, elles vont faire avancer la connaissance du genre en établissant plusieurs caractéristiques de ce processus social qui sont très bien résumées par Laure Bérény, qui nous dit « Le genre, c'est une construction sociale ». Je pense qu'on l'a couvert, cette idée que ça ne vient pas d'une nature, qu'il n'y a pas quelque chose qui s'exprime en nous de façon nécessaire, mais que c'est à un moment donné, dans une société donnée, certaines valeurs, certaines représentations qui sont associées à un sexe. Elle dit aussi que le genre est un processus relationnel, ce qui veut dire que la construction, c'est pas la construction des hommes d'un côté et la construction des femmes de l'autre, c'est toujours les deux en même temps et par opposition. Autrement dit, la valeur féminine va avoir son pendant masculin et vice-versa. Le masculin va être construit comme l'opposé du féminin, toujours l'un en même temps que l'autre. Le genre comme un rapport de pouvoir, c'est-à-dire que non seulement il y a cette bicatégorisation des êtres humains et les valeurs et les représentations associées à chacun des sexes, mais en plus, ce n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il y a, dans l'assignation de valeurs, dans l'assignation de représentations à chacun des sexes, un des sexes qui prend le dessus sur l'autre, le sexe, bien évidemment, masculin, avec la construction, donc en rapport, hommes et femmes sont construits en lien, mais aussi en hiérarchie, les valeurs et les représentations associées au masculin étant le pendant positif des valeurs et des représentations associées au masculin. Et enfin, elle nous rappelle que le genre n'est jamais seul à déterminer nos places dans la société et que c'est toujours une caractérisation de nous par le genre, mais aussi par d'autres positions sociales, par exemple notre milieu socio-économique, et par exemple notre milieu d'origine et notre caractérisation
culturelle, ethnique ou raciale au sein d'une société, donc au sens où nous allons aussi être identifiés par nos pairs, donc oui par notre genre, mais aussi par notre milieu social et par notre apparence, par notre positionnement, par notre histoire migratoire, etc. Donc toujours un rapport de force parmi d'autres. Petite pause dans ces apports théoriques pour une application. Les couleurs. Ça, c'est un reportage photo fait par une photographe coréenne qui s'appelle Jong Mei-young, qui a photographié des vrais enfants dans leur vraie chambre. C'est-à-dire, sors tous tes objets et je te prends en photo avec tous tes objets. La chambre de la petite fille est rose, la chambre du petit garçon est bleue. Pas de surprise. Cette idée que le rose est une couleur de fille et le bleu est une couleur de garçon, j'ai été élevée avec, je pense que vous aussi. On peut en discuter, maintenant il est tout à fait tolérable pour un garçon de porter un polo ou une chemise rose, mais on va quand même prendre le temps de dire que c'est bien, c'est courageux. Ce qui prouve que quand même, on n'en est pas tout à fait sorti. Et puis on a cette impression que c'est quand même une affaire naturelle, le goût des petites filles pour le rose. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Peut-être que vous êtes parents, peut-être que vous avez vu des jeunes filles tout d'un coup se passionner pour le rose, peut-être que vous, en tant que parent, vous n'aviez pas du tout envie que votre fille se passionne pour le rose parce que vous êtes militant ou militante pour l'égalité des sexes, et puis pas de bol, un jour elle est rentrée, finalement je veux que tout soit rose dans ma chambre. Zut, c'est arrivé à une de mes collègues sociologues féministes qui était bien embêtée. Alors c'est quoi? C'est une nature de la petite fille qui s'exprime malgré tout. On a aussi la crainte, le pouvoir qu'on donne aux couleurs est impressionnant. L'idée que le rose serait une couleur qui a tellement de pouvoir qu'elle serait capable de peut-être pervertir. Un petit garçon, un petit bébé habillé en rose, que pourrait-il lui arriver? Dans ma famille, c'était une question qui s'est posée. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour l'orientation sexuelle des bébés garçons à être habillés en rose ou à avoir des jeux de filles? On prête à ces couleurs un pouvoir important. C'est bien qu'on croit qu'elles ont un pouvoir sur nos corps, qu'elles ont quelque chose à voir avec notre nature profonde. Bon, vous me voyez venir, tout ça est une construction historique et sociale, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a vraiment collectivement la mémoire courte, très courte. Il suffirait qu'on se penche sur l'histoire de l'art et sur l'histoire d'il y a à peine un siècle pour se rendre compte que c'était exactement l'inverse. Le rose était une couleur masculine et le bleu ciel une couleur tout à fait saignante pour les petites filles. Donc, je vous ai mis un petit extrait d'un journal américain de la bonne société du début plutôt du XXe siècle. On utilise le rose pour les garçons et le bleu pour les filles quand on veut respecter les conventions. Et puis vous avez ici un portrait d'Henri IV en Mars, dieu de la guerre. Alors il est en rose, pas pour montrer qu'il est progressiste et qu'il veut défendre les droits des minorités sexuelles, hein, on n'en est pas là. Il est en rose parce que c'est une couleur super virile. C'est ça le code, c'est la couleur qui représente le mieux la dimension viriliste et guerroyante à ce moment-là. Pourquoi? On a la réponse à cette question. L'histoire est un peu longue, donc je ne vais pas vous la faire aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je ne peux que vous recommander les livres de Michel Pastoureau, qui est un excellent historien des couleurs. C'est absolument passionnant, comprendre comment on accorde le sens qu'on accorde aux couleurs, pourquoi on se marie en blanc, pourquoi on est tous habillés en bleu, tous nos jeans, tous nos costumes, pourquoi est-ce que le bleu est devenu la couleur de l'Union européenne, etc. Pourquoi est-ce que les chewing-gums bleus sont plus forts que les chewing-gums verts? Plein de questions passionnantes. Pour le rose, il a la réponse à toutes ces questions. Pourquoi est-ce que les traîtres sont les jaunes? Tout ça. Pour le rose et pour le bleu, il y a une réponse qui est assez longue, il faut aller chercher dans l'histoire des couleurs. Ce qui est passionnant, c'est que l'histoire des couleurs, elle est liée à l'histoire des techniques. Comment on peut fixer la couleur? Et jusqu'à ce qu'on sache bien fixer les couleurs, en fait, le rose, c'était du rouge. Quand on ne sait pas bien fixer du rouge, ça devient très vite du rose. Donc rose et rouge étaient des couleurs qui étaient très peu distinguées. On pourrait dire en fait qu'il est habillé en rouge, ici, notre Henri IV. Et le rouge, la version très très courte, on retrouve bien les codes masculins dans le rouge, couleur militaire, couleur du sang, donc couleur plutôt allant du côté de ces valeurs martiales du masculin.
Le bleu, alors l'histoire du bleu est très longue, il y a même un livre entier qui s'appelle Bleu, histoire d'une couleur. La version extrêmement courte, pour ne pas remonter jusqu'au début des perceptions des couleurs, mais pour remonter uniquement à l'Ancien Régime français, le bleu va être associé en fait à la Vierge Marie dans la France catholique en étant la couleur du ciel et la couleur de la lumière. Et donc le bleu pâle est une excellente couleur pour les petites filles parce que c'est une couleur comme ça qui est associée à une divinité féminine. C'est la version très très courte. Et l'histoire s'inverse, la symbolique des couleurs s'inverse à un moment donné. Alors là aussi, il y a une très bonne explication qui est liée à beaucoup de choses, mais qui est liée, c'est là qu'on se dit que quand même c'est très intéressant, qui est liée à la réforme religieuse, qui est liée à la montée du protestantisme, puis au départ pour les États-Unis, à la fondation des États-Unis. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent que le bleu va devenir la couleur du protestantisme, va devenir une couleur de travail, va devenir une couleur masculine, aussi en réaction à l'utilisation d'autres couleurs par la religion catholique. Alors ça explique à la fois comment nos jeans sont bleus, nos costumes sont bleus, marron et noirs, et comment le bleu devient une couleur à connotation à la fois neutre et masculine. Donc cette chose-là, qui pouvait nous sembler évidente, qui pouvait nous sembler naturelle, qu'on a quand même encore cette petite croyance que les filles aiment le rose par nature, sans qu'on n'y puisse rien, ne tient pas du tout si on se penche seulement quelques siècles en arrière. Alors, j'ai un deuxième exemple, mais à ce stade, je pense que vous me voyez venir de très très loin. Au-delà des couleurs, les styles vestimentaires, on a des paniques récurrentes à l'idée que les hommes... Là c'est pas réglé. Hein. Autant les chemises roses, oui, autant le jour où un homme viendra en jupe au séminaire académique, peut-être qu'il y en a eu déjà, vous me direz, ce n'est pas encore arrivé. Ça semblerait vraiment incongru, ça semblerait vraiment contraire aux conventions. C'était pourtant le fait d'habiller, alors les petits garçons, je vous l'accorde, dans nos sociétés occidentales et ici dans la société américaine, c'était une convention parfaitement respectable et de la bonne bourgeoisie que d'habiller, donc vous me voyez venir, il s'agit bien sûr d'un petit garçon et pas d'une petite fille, les bouclettes blondes, la dentelle, les soquettes, les chaussures vernies, les plumes. C'est un petit garçon. Alors c'est un petit garçon, rassurez-vous, il va bien. Il est devenu président des États-Unis. C'est donc un symbole, pour le coup, du masculin dans toute sa splendeur, de cet idéal aussi de puissance et de pouvoir. C'était la façon traditionnelle et bien pensante et bien normée d'habiller les petits garçons à un moment donné. Et donc on voit très bien comment tout cela change avec le temps et comment les vêtements... Alors il y a aussi tout l'exemple des femmes avec un pantalon, à quel point ça a été impensable pendant longtemps qu'une femme puisse porter un pantalon. Et là on voit qu'en quelques décennies, la vapeur s'est complètement inversée. Donc les couleurs, comme les vêtements, sont bel et bien des constructions sociales, historiques à un moment donné, et pas du tout des choses qui naturellement transforment ou influencent nos rôles d'hommes ou de femmes. Alors, on pourrait croire que c'est terminé, mais les sociologues et les scientifiques sociaux n'ont jamais dit leur dernier mot. Et il y a une dernière étape à cette réflexion, enfin une dernière étape à ce jour, il y en aura sans doute beaucoup d'autres dans le futur, mais une dernière étape que je voulais vous présenter à cette réflexion sur nature, culture, sexe et genre. On est resté, je vous l'ai dit, sur cette distinction du sexe comme permettant de décrire les données biologiques de nos corps, qui font de nous des mâles et des femelles de notre espèce, et puis le genre comme une construction sociale des valeurs qu'on associe à ces corps. Et la dernière idée, qui se développe surtout depuis les années 2000, c'est de questionner ça. C'est de questionner cette distinction-là entre le sexe, nos corps d'un côté, le genre, le social de l'autre. Et pour le dire avec une sociologue féministe qui s'appelle Christine Delphi, quand on met en correspondance le genre et le sexe, est-ce qu'on compare du social à du naturel ou est-ce qu'on compare du social à encore du social? Alors, qu'est-ce que ça veut dire et quelle idée il y a derrière tout ça? L'idée que même nos façons en biologie et en médecine de distinguer les sexes, hommes, femmes, mâles, femelles, est déjà une construction de notre époque et une construction de notre société. Donc même ces connaissances-là, ces connaissances médicales, ces connaissances biologiques, elles sont déjà teintées de social, de parti pris, de rapport de pouvoir. Et ça, c'est un travail qui a été mené de façon très intéressante par
des sociologues et des historiens de la médecine. Alors parmi eux, Delphine Garnet et Ilana Lowy, et parmi eux surtout Thomas Laqueur sur la fabrique du sexe, qui ont essayé de montrer comment, dans l'histoire de la médecine et dans l'histoire de la biologie, on a construit progressivement nos connaissances sur nos corps à partir de valeurs, à partir de prises de position éminemment sociales et politiques et très hiérarchisées. Le travail de Thomas Laqueur, il est particulièrement intéressant. Lui, il s'est intéressé à la façon dont on conçoit les corps. Ça l'a amené à se pencher sur nos manières de faire de l'anatomie dans le passé, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Et il a montré à quel point, en fait, jusqu'à très tard dans l'histoire de la pensée, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on avait une conception toute particulière de nos corps physiques et on concevait les corps de femmes et les corps d'hommes, les corps mâles et les corps femelles, comme étant le même corps, mais la femme à l'intérieur et l'homme à l'extérieur. Avec une théorie qui était que la femme a un défaut de chaleur qui fait que ça ne sort pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une représentation médicale du monde qu'avaient les médecins et les biologistes qui faisaient des dissections. Donc ils ouvraient, ils regardaient bien et ils dessinaient. Et ce qu'ils dessinaient, c'était la même chose dedans-dehors. Vous montrez un corps anatomique aujourd'hui disséqué à un médecin, il ne dessine pas du tout la même chose. Et vous avez appris comme moi les planches qu'on apprend aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes. Les organes ne sont pas les mêmes. Les gonades ne sont pas les mêmes, etc. Mais pendant très longtemps, pendant des siècles, on a eu cette conception complètement différente de ce qu'étaient les corps d'hommes et de femmes. Une conception qui était très marquée, et c'est là que c'est intéressant de voir comment la médecine et la biologie elles-mêmes résistent et peuvent perdurer pendant des générations, même si on se rend compte après, c'est comme ça que progresse la science, que objectivement ça ne collait pas. Et donc Thomas Laqueur raconte notamment un épisode assez intéressant où cette idée que les sexes sont les mêmes mais dedans-dehors semble prouvée par l'histoire d'une femme qui se promène et qui est malencontreusement foudroyée et qu'on retrouve et sous l'effet de la chaleur, c'est sorti. Confirmation du coup du dedans-dehors. Alors autre hypothèse bien sûr, il s'agissait d'un homme qui portait une robe, mais probablement pas. Tout ça, c'est des indices très intéressants qui nous montrent à quel point l'histoire de notre science, l'histoire de notre médecine, alors on sait que la science progresse, qu'on ne sait pas tout, qu'on fait des découvertes progressives au fur et à mesure, mais c'est aussi pour montrer à quel point on a déjà des biais, des valeurs, des hiérarchisations, des liens de pouvoir chez les scientifiques, surtout quand ces scientifiques sont, alors soit en intégralité quasiment jusqu'au siècle récent, soit en immense majorité encore des hommes, et c'est toujours le cas, on a encore beaucoup de grande surreprésentation des hommes actuellement dans la création de sciences et de techniques, et ça amène à produire des savoirs qui ne sont pas neutres, qui ne sont pas une vision de la réalité de nos corps telle qu'elle est, mais qui sont déjà une construction sociale de ces corps. Et c'est vraiment ce qu'ont montré donc ces derniers travaux qui nous amènent aujourd'hui à vraiment questionner ça, à questionner les regards biologiques et médicaux qu'on porte sur le corps, pas pour dire que nos corps n'existent pas ou pas pour dire que nos corps n'ont aucune incidence ou qu'il n'y a pas de réalité biologique. On n'est pas fou, on sait bien qu'on a un corps, on peut le constater au quotidien. Donc l'idée n'est pas de nier l'existence des corps ou de dire les corps n'ont aucune incidence sur nos vies, mais au contraire de dire on a sans doute une vision encore très simpliste de ce que sont les corps sexués, et plus on peut les observer avec finesse et plus on peut les observer avec une position qui essaye de se dégager de ces rapports de force entre féminin et masculin, plus on verra de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Il a fallu par exemple des décennies pour comprendre le rôle de l'ovule dans le processus de fécondation, parce que les travaux en biologie sur la fécondation étaient marqués par des représentations sociales qui veulent que l'homme conquiert et la femme attend, dans la drague comme dans la fécondation, ce qui n'est pas le cas objectivement, puisqu'on sait aujourd'hui que l'ovule a en fait une part très active dans la fécondation et qu'il y a en fait beaucoup d'échanges entre spermatozoïdes et ovules, alors qu'on continue encore à avoir cette métaphore du spermatozoïde conquérant jusque dans nos livres d'enseignement des sciences. Donc il y a ça, et puis il y a la façon dont sont définis nos sexes, et là aussi il y a des découvertes assez récentes qui vont contre l'idée que c'est simple, qu'il y a deux sexes définis très clairement dans le genre humain et qu'on peut identifier très facilement. Actuellement, l'état de la recherche en biologie et en médecine établit plutôt qu'il y a en fait une forme de continuum
des sexes dans les corps des êtres humains, avec des extrêmes masculins et féminins où tous les marqueurs sexuels concordent, c'est-à-dire que les organes externes, les organes internes, les chromosomes, les gonades, les hormones, tout ça concorde et on a un pôle masculin et un pôle féminin, mais qu'il y a aussi une grande part de la population qui est dans un entre-deux, où tous ces critères-là ne concordent pas, les hormones, les gonades, les organes internes ou externes ne sont pas forcément parfaitement du bon côté de ce qu'on a établi comme étant la norme féminine ou masculine. Et ça nous amène à avoir ces dernières années, par exemple, des surprises dans les compétitions sportives où des personnes qui ont vécu toute leur vie comme femmes se voient déclarer un jour, suite à un test mis à jour, que finalement, elles ne devraient pas courir dans la catégorie femmes, mais dans la catégorie hommes, parce que le dernier test, alors avant c'était un test qui mesurait les chromosomes, puis maintenant c'est hormonal, et donc ça les change de catégorie, et elles en sont les premières surprises. Et on estime qu'il y a une part non négligeable de la population qui est dans ce continuum et pour qui le fait d'être classifié du côté masculin ou du côté féminin ne convient pas. Donc il y a bien sûr les personnes qui sont intersexes, c'est-à-dire où la dissonance est visible parce qu'il y a une différence entre les organes génitaux externes et d'autres marqueurs. Alors c'est très difficile à dire, mais ça tourne entre 1 et 3% de la population. Et puis des personnes dont on estime que ce sont des marqueurs invisibles qui ne concordent pas. Et là, pareil, les estimations des associations médicales tournent autour de 10% de la population. Donc voilà où on en est dans l'actualité de ce questionnement du corps à l'aune du concept de genre. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter et pour lancer des pistes sur ce à quoi tout ça peut servir dans les métiers de l'éducation et de l'enseignement. Le message, il me semble, le plus important, c'est cette idée qu'il n'existe pas de rôle, de comportement, de caractère qui nous sont naturels. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, de notre façon de marcher, à notre façon de parler, à notre façon de rigoler, au timbre de notre voix, à nos goûts, à ce qui nous intéresse, qu'il s'agisse de la santé et du social ou des sciences de l'ingénieur, tout ça, ce sont des choses qu'on a apprises par l'éducation qu'on a reçue. Alors, si on l'a appris, on peut apprendre autre chose, mais vous savez comme moi que c'est très difficile de désapprendre ce qu'on a appris. Et d'ailleurs, l'objectif des études de genre n'est pas de tout casser. On a ça aussi parfois comme crainte. Ah là là, mais vous voulez tout casser et ça va être le chaos. Alors, tout ce qui est construit ne peut pas être détruit. J'ai des collègues qui disent souvent, alors oui, le genre est une construction sociale, le mur aussi est une construction. C'est pas pour ça qu'on a les moyens ou l'intérêt de le détruire. C'est une question à se poser. Là, de la même façon, il y a des choses qu'on peut conserver, il y a des choses qui pourraient peut-être changer, il y a des caractéristiques qui sont, et on le sait, stéréotypiques, qui sont des clichés qui entravent la liberté des personnes. Et donc les questions à se poser, c'est si tout cela n'est pas naturel mais qu'on l'a appris, comment ? Et donc comment est-ce qu'on transmet par notre éducation ? Alors en tant que parent, en tant que membre de la famille, en tant qu'enseignant ou enseignante, comment est-ce qu'on transmet ces apprentissages et dans quel sens, parfois de façon inconsciente ? Et comment est-ce qu'on peut essayer de les déconstruire, et chez les jeunes qui nous sont confiés, et chez les adultes que nous sommes. Je vous remercie.